Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. Nous accueillons aujourd'hui Mehdi d'Islam Mag pour aborder ensemble l'actualité sociopolitique hexagonale. Bonjour Mehdi d'Islam Mag. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes prédicateur, imam et fondateur du site Islam Mag. Dans cette période troublée, les Français font face à l'histoire. À l'approche des élections législatives et des Jeux Olympiques, les risques de confrontation sont élevés. Entre une France des campagnes pro-RN et une France des grandes agglomérations plutôt pro-Macron et Front Populaire, l'avenir semble incertain. Le RN annonce des mesures qu'on peut qualifier d'islamophobes comme l'interdiction du voile dans l'espace public, la fermeture d'établissements musulmans, la restriction de la nourriture halal. Comment voyez-vous la situation si ce parti remporte les élections? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En vrai, j'ai pas plus d'inquiétude que ça. Lorsqu'on regarde politiquement parlant ce qu'avait fait déjà le couple Hollande-Valls, et lorsque je regarde ce qu'a fait dernièrement le président Macron avec les lois séparatistes, avec la dissolution de CCIF, la dissolution de Baraka City, les fermetures d'écoles, les lois contre la abaya, toutes ces choses-là. L'expulsion d'Hassan Hussein. L'expulsion d'Hassan Hussein, quand même, qui était quelqu'un de patriote. En tout cas, tous les musulmans le voyaient comme quelqu'un de patriote, qui aimait la France et qui mettait en avant la France. Lorsqu'on voit toutes ces choses-là, je me dis, ne sommes-nous pas déjà dans un environnement pro-RN, pro-Front National? Et depuis 2002 déjà, avec le face-à-face de Penn Chirac, il y avait déjà des tendances où la France avait le besoin de s'affirmer identitairement parlant. Confronter les communautés entre elles est beaucoup plus simple que de parler des vrais problèmes que touche notre communauté française, nationale. Je ne parle pas de communauté musulmane. Le chômage, l'insécurité, l'inflation, les problèmes socio-économiques, l'Europe, les guerres, la mondialisation. Tous ces sujets-là sont des sujets qui sont concrets, mais on n'en parle jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours taper sur le musulman. Et donc, en fait, déjà en 2002, ensuite avec Macron, avec Le Pen, et là encore dernièrement, on a toujours eu en fait ces face-à-face où on nous parlait tout le temps du vote utile. Mais en réalité, moi je parle en tant que musulman, je me sens déjà oppressé dans ce pays par rapport aux différentes lois lorsque je regarde BFM, lorsque je lis les journaux. Lorsque je regarde dans mon quotidien, eh bien ça va. Lorsque je suis dans ma banlieue, lorsque je suis dans les grandes agglomérations, on sent pas en fait cette islamophobie, on sent pas ce racisme. Peut-être justement dans la France rurale, dans la France profonde, il y a des musulmans qui vont sentir ce racisme et on a vu des vidéos ici et là qui montraient en fait qu'on en avait marre et qu'il y avait la détestation du musulman. Fomentée par quoi? Par les médias, par CNews, BFM, etc. Si je peux me permettre, Mehdi d'Islam Mag, vous êtes un homme. Oui. Et j'ai des femmes qui me disent qu'elles prennent des remarques parce qu'elles portent le voile dans la rue. Donc même en Île-de-France, certaines musulmanes subissent l'islamophobie. Je suis d'accord. Et pourquoi juste la femme? Moi aussi, je prends très souvent le TGV et les transports. Et des fois, j'ai mon chapeau, j'ai ma pilosité. Des fois, je me suis même en khamis. Et je vois le regard désobligeant. Et même parfois des femmes qui me laissent pas passer pour sortir du TGV ou qui me montrent en fait qu'elles sont agacées de ma présence. On sent ces regards appuyés, etc. On le sent sans aucun problème. Mais pourquoi, encore une fois, nous parler de vote utile? Pourquoi nous parler, en fait, d'être à un tournant historique? Le tournant historique, il a déjà été fait depuis pas mal de temps en Hongrie. Il a été fait en Autriche. Il a été fait en Italie. Où on disait, aux Pays-Bas aussi. Aux Pays-Bas, on disait, oh là là, lorsque l'extrême droite va arriver au pouvoir, il va se passer telle et telle chose. D'ailleurs, le représentant du Rassemblement national disait qu'il allait faire en sorte que le voile ne soit plus sur l'espace public. Il est revenu hier ou avant-hier sur cette proposition, qu'il allait revenir sur les retraites. Il est revenu encore sur cette proposition. Il y a des lois qui sont peut-être locales, mais il y a des lois qui sont décidées au niveau européen. Donc le RN, il peut faire des propositions, d'accord, électorales, sans problème, pour pouvoir attirer un maximum d'électeurs. Mais comme disait Chirac, les promesses ne sont crues que par... ou plutôt, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, à un moment ou à un autre, pourquoi avoir peur, justement, du Rassemblement national? Après, je dis ça, mais je le pense pas. N'est-il pas peut-être à un moment ou à un autre de se dire, laissons le Rassemblement national arriver au pouvoir pendant 5 ans, pendant 3 ans, peu importe, voir en fait qu'il va faire comme tous les autres partis d'extrême droite qui sont extrêmement faibles d'un point de vue économique, extrêmement faibles d'un point de vue financier et d'un point de vue politique pour enfin passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de faire en sorte de proposer le vote utile, on se retrouve à avoir des personnes qui sont contre l'extrême droite, mais qui mettent les lois actuellement de l'extrême droite. Juste pour exemple, et après je finis sur ça. Parce que là on peut me dire, ouais mais c'est grave ce que tu es en train de dire.
Rappelez-vous le débat entre Marine Le Pen et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, où ce dernier disait à Marine Le Pen, vous êtes bien mollassonne sur cette question-là. C'était qui était de l'extrême droite et qui était d'un parti centriste? Là, on doit se poser des vraies questions. Là, aujourd'hui, donc les élections législatives qui vont advenir très prochainement, il y a un choix entre trois camps. Rassemblement national, qui a un très fort, qui a fait plus de 30% aux élections européennes, le camp du président Macron, centriste, et un camp plutôt du Front populaire à gauche. Donc les gens ont le choix entre ces trois camps-là. Vous dites que donc Macron a mis en place des lois qui étaient globalement Islamophobes. Islamophobes. Islamophobes, faut appeler un Donc terme. vous considérez que le vote utile ne se retrouve pas entre le Rassemblement national et Macron. Mais si les musulmans appelaient à voter le Front populaire, qui veut reconnaître la Palestine, qui a promu une politique moins islamophobe que les autres, voire contre l'islamophobie, n'est-ce pas justement un vote utile dans ce cas-là? On pourrait se poser cette question-là lorsque nous pensons qu'il y a un vote musulman. Là, si on me dit, ouais, il y a un vote musulman, là, cette question pourrait se poser. Mais il y a énormément de musulmans entrepreneurs qui sont plus proches, en fait, des idées libérales de la droite, parce qu'ils ont des salariés, parce qu'ils doivent payer des charges patronales exorbitantes, parce qu'ils doivent payer des salariés qui sont au SMIC, etc. Et donc, on parle d'un SMIC à 2000 euros, que ça pourrait les faire peur. Donc, il y a des musulmans entrepreneurs qui sont en rapport et qui ont une affinité avec les questions type d'ordre géopolitique comme la Palestine, mais qui ne vont pas se retrouver dans les questions, on va dire, économiques. Et donc, pour parler d'un vote musulman, c'est compliqué. Appeler les musulmans à voter pour tel ou tel parti, c'est compliqué. Moi, j'aimerais plutôt renverser la tendance et se dire que peu importe pour qui nous votons, que ça soit de droite, de centre ou du gauche, il faut à un moment ou à un autre que tous les partis puissent enfin parler aux musulmans et leur proposer des choses qui sont en rapport avec les musulmans. De la même manière que la France est une société plurielle, avec des idées plurielles et avec des tendances plurielles, les musulmans sont exactement de la même manière. Et donc plutôt de parler d'un point de vue économique ou géopolitique en pensant, regardez, nous allons vous promettre telle ou telle mosquée, ou nous allons vous promettre telle ou telle école, ou telle chose, aller au-delà des promesses électorales et de se dire, j'ai un dénominateur commun avec mes coreligionnaires musulmans et avec mes concitoyens, essayons de voir ce que vont me proposer dans mon identité de musulman par rapport à l'islamophobie ambiante, par rapport à tel sujet de société, dans le fait qu'on parle de liberté, égalité, fraternité. Or, ils sont en train de fracturer depuis nombre d'années cette fraternité qui est en France et de se dire qu'ils parlent d'abord aux musulmans, qu'ils parlent d'un savoir-vivre ensemble, qui va parler aux concitoyens, qu'ils soient croyants ou non-croyants, pour ensuite pouvoir m'impliquer dans le vote. Mais là, de dire qu'est-ce que vous conseilleriez aux musulmans, est-ce que même il y a un vote musulman? J'ai pas envie qu'on vende la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avant de pouvoir parler d'une même voix, est-ce que nous sommes déjà unis sur une même tendance? C'est une question que je pose. Au lieu de répondre, je sais que ça se fait pas de répondre à une question par une autre question, mais au lieu de répondre oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça, j'ai envie de dire c'est très compliqué. Alors pour répondre à votre question, je pense à titre personnel que c'est un peu plus nuancé. On l'a vu lors des élections de 2012 entre Hollande et Sarkozy, le vote, un certain dit vote musulman a peut-être fait pencher la balance en faveur de Hollande. Là, on le voit actuellement, dernières élections européennes, la LFI avait fait 6% en 2019, ils ont fait plus de 10% en 2024. Donc on voit quand même que les quartiers populaires où il y a une très forte concentration de musulmans votent en général plus pour LFI. Et ils le prennent en compte dans leur proposition. Mais ce que vous disiez, vous, c'est qu'en gros, il faudrait que les musulmans aient un poids dans ce pays. Aient un poids dans ce pays pour pouvoir justement être pris en compte. Mais là, n'ont-ils pas l'occasion justement de montrer qu'ils peuvent avoir un poids et faire pencher la balance dans le sens qui défendrait un peu plus leurs intérêts? Avant qu'ils puissent avoir un poids, effectivement, ils ont un poids, mais c'est pas que les musulmans. On regarde que dans les fortes agglomérations, parisiennes, marseillaises, lyonnaises, etc., c'est LFI qui gagne. Mais LFI, ou même dans les grandes agglomérations, ça n'a que très peu de poids. La France rurale vote complètement à droite, voire même à l'extrême droite. Et il y avait un schéma qui était très intéressant, qui avait été proposé par le Parisien, où il montrait en fait que dans les zones rurales, et c'est là où il y a le plus de votes, et c'est là où il y a les anciens, et il y a ceux qui participent justement au jeu électoral, qui votent à majorité droite et extrême droite. Et même si dans les grandes agglomérations et dans ces banlieues, on votait LFI, bah, ça reste une minorité. On dit qu'en fait que les jeunes doivent voter, qu'ils doivent participer en fait au vote. Mais en réalité, je regardais à Aubervilliers ou même à Marseille, etc. La première chose qu'on doit regarder et qui doit nous étonner, c'est la participation.
on ne vote pas dans les quartiers populaires. Bien qu'ils aient la carte d'identité nationale, ils ne votent pas. Pourquoi ils ne votent pas? Parce qu'ils se disent droite ou gauche, extrême droite ou extrême gauche, ça ne change absolument rien à mon quotidien. Donc avant de pouvoir les impliquer au moment des législatives, au moment des présidentielles ou même des municipales, essayons déjà de les impliquer dans la vie quotidienne. Mais lorsqu'on leur fait moult promesses et qu'à la fin, ils ont toujours les mêmes problèmes dans leur quartier, chômage, exclusion, drogue, meurtre, comment dirais-je, marginalisation dans la société, ils se disent mais pour qui je vote et pourquoi je devrais voter? Ça fait des années et des années peut-être que je peux voter, mais rien n'a changé dans mon quotidien. Et donc je suis plus pour une participation réelle, politique, idéologiquement parlant, à savoir dans une politique réelle du quotidien où les musulmans et même avec les non-musulmans doivent participer dans l'effort de la cité pour pouvoir ensuite s'impliquer. Parce que si on doit venir simplement se réveiller que dans les échéances électorales, ça va pas changer la donne. Il faut pouvoir justement travailler sur le quotidien dans une sorte de militantisme citoyen. Hein. Je parle pas de parti ni quoi que ce soit, mais de montrer en fait que nous, les musulmans, nous sommes une valeur pour ce pays, avec nos concitoyens non musulmans, et que nous servons en fait le savoir-vivre ensemble pour pouvoir ensuite s'impliquer. Parce qu'on peut pas simplement venir nous dire, ouais, tous les 5 ans ou tous les 7 ans, ou nous dire, ouais, voilà, il y a une échéance électorale, viens, faut que tu viennes voter. Bah là, on ne considérera pas. Pour pouvoir véritablement le considérer, il faut qu'il y ait une implication quotidienne. Il faut que les musulmans puissent se dire, ce quartier-là, c'est pas un quartier dans lequel je vis. C'est pour ça qu'on n'investit jamais les quartiers. Et qu'est-ce que je suis en train de dire là? Qu'il faut qu'ils fassent un travail de quotidien. Mais ce travail de quotidien, c'est un travail qui demande résilience, endurance et patience. Et est-ce que les gens sont prêts à faire cette chose-là? Je ne sais pas. Ils sont en train d'agiter le chiffon du communautarisme, donc de l'islam, pour cacher les véritables problèmes de la société. Et ça, c'est pas simplement en France, c'est partout dans le monde. C'est aux États-Unis, partout dans le monde, on agit toujours soit par les peurs, le communautarisme, le terrorisme islamiste, les problèmes comment dirais-je, des migrants qui viennent telle une vague venir engloutir l'Europe, etc. Faire peur, ça nous permet d'inhiber justement tout effort de réflexion. Et donc, lorsqu'on dit RN, ou lorsqu'on parle de Bolloré qui est en train de justement, regarde, dans toutes les émissions, toutes les chaînes d'information continue ont une seule et même voix, à savoir la promotion du RN. Lorsqu'on regarde Zemmour qui a été multiple condamné par rapport à justement à comment dirais-je, à incitation à la haine, etc., raciale, etc., bah lui, on continue à l'inviter, sans problème. Et pourtant, jamais on n'aurait fait ça avec quelqu'un d'autre qui avait été également eu la même peine. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Encore une fois, agiter le chiffon de la peur et du communautarisme pour éviter de parler des vrais problèmes. Et que fait justement LFI pour là, pour le coup, je les rejoins, ou même le Front populaire, c'est qu'ils parlent des vrais problèmes, du pouvoir d'achat, de l'insécurité, de l'environnement, des maladies qui sont en train de gangréner nos communautés, de l'agriculture intensive qui donne des cancers justement à une grande partie de la population. Ça, c'est des vrais sujets d'actualité, des vrais sujets sociétaux. Mais lorsqu'on parle de ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train justement de réveiller les gens à ce qui va faire leur quotidien. Or ça, ils ne le veulent pas. Donc lorsque tu me dis, ouais, ça fait 40 ans qu'on les appelle de voter RN, et là, à la fin, on a voté RN, bah oui, parce qu'on a tout utilisé, à un moment ou à un autre, il faut aller vers les extrêmes. Continuer à parler des sujets secondaires, pendant qu'on est en train de s'occuper justement de continuer, nous, à faire des super profits. À votre niveau, en tant que prédicateur, quelles sont vos propositions pour créer un rapport de force face à l'islamophobie et plus globalement, plus subsidiairement au RN, en fait? Il y a une chose que j'aime énormément, c'est plusieurs fois dans des vidéos que j'ai pu faire, il y a énormément de personnes qui ont laissé des commentaires. Je suis non musulman, je suis non croyant, je suis chrétienne, mais les propos de cet homme-là font écho à mon quotidien, font écho à mon cœur. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Il en faudrait des plus des comme ça. On aurait voulu que ce soit lui qui soit invité chez TPMP. On aurait voulu que ce soit lui qui soit invité plutôt qu'aux d'autres au journal télévisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça trahit? Ça trahit en fait qu'il y a une force de proposition des musulmans. Nous avons des choses à dire, nous avons des choses à proposer. Nous avons la démographie avec nous, nous avons la jeunesse avec nous. Nous sommes dans tous les pans de la société, dans la magistrature, dans les transports, dans la restauration. Les musulmans font partie maintenant intrinsèquement partie de ce pays. À un moment ou à un autre, il faut qu'on ait également une force de proposition. Et donc, de pouvoir faire en sorte que chaque musulman s'implique dans le quotidien avec ses concitoyens musulmans et non musulmans pour montrer en fait que nous voulons tous un meilleur lendemain, une sorte de pouvoir vivre de manière concrète, économiquement parlant,
financièrement parlant et socialement parlant. Mais si on se pense, nous, toujours rebut de la société ou en marge de la société, eh bien, on s'investira jamais. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire. Vous, les musulmans, vous êtes toujours rebut. On doit toujours nous indiquer, on doit toujours nous montrer du doigt. Mais moi, lorsqu'on montre du doigt, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, j'ai envie d'être à plat ventre, j'ai envie d'être un à plat ventriste. J'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de me montrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prendront toujours les décisions à notre place. Mais de pouvoir s'afficher et être fier de son identité en étant pertinemment, sachant que je suis un plus pour cette société, eh bien, je pense que c'est ce qui va changer la donne. Nous sommes des musulmans et nous savons vivre avec les autres. Et ça, depuis l'Andalousie, depuis le Maghreb, en Moyen-Orient, nous avons toujours vécu avec nos concitoyens coptes, juifs, peu importe. Le savoir-vivre ensemble, nous le connaissons maintenant depuis des siècles et des années et des années. C'est plutôt eux qui ne savent pas vivre avec nous. Nous, on sait très bien vivre avec les autres. Justement, compte tenu de votre expérience de terrain, est-ce que vous avez l'impression que les musulmans ont conscience de ce poids-là économique, social, culturel, politique? Pour pouvoir savoir qu'ils aient conscience, il faut déjà qu'ils sachent qu'on est ensemble. Et pour pouvoir savoir qu'on est ensemble, il faut qu'il puisse y avoir quelque chose qui va nous fédérer. Est-ce que ça va être l'économie? J'ai bien dit que non, parce qu'il y a des musulmans qui sont ouvriers, il y a des musulmans qui sont dans le secteur tertiaire, il y a des musulmans qui sont salariés, et il y a beaucoup de musulmans qui sont entrepreneurs. Donc encore une fois, on ne va pas regarder vers les mêmes aspirations politiques, parce qu'il y en a qui sont libéraux, il y en a d'autres qui sont plus dans le salariat, il y en a d'autres qui sont dans une extrême précarité, donc ils vont plus regarder vers les aides sociales, etc., etc. Donc pour pouvoir essayer d'avoir conscience que nous sommes une force, il faut déjà se trouver un dénominateur commun. Et pour moi, l'un des plus grands dénominateurs communs que nous puissions avoir, encore une fois, c'est, je pense, très intéressant de dire, c'est que religieusement parlant, nous avons la même origine et la même manière de pratiquer. Pourquoi je dis cette chose-là? Lorsque je fais les prières de l'Aïd et qu'on se retrouve devant un stade où il y a 10 000 personnes de toute obédience et de toute origine, et que même lorsque le maire il vient justement se présenter pour nous souhaiter nos vœux, nos félicitations pour l'Aïd al-Adha ou bien pour l'Aïd al-Fitr, c'est impressionnant de se retrouver avec autant de personnes. Et donc pour pouvoir justement sentir que nous sommes forts, ce n'est pas simplement que de se voir remplir un stade au moment de ces fêtes-là, mais de se dire que il faut qu'on puisse nous s'aider mutuellement parlant. Pourquoi on verrait ça comme du communautarisme? Parce que moi je vois les communautés LGBT, elles s'aident entre elles. Lorsque je vois la communauté, nos concitoyens de confession juive, ils s'aident entre eux. Lorsque je vois le quartier chinois dans le 13e arrondissement, ils s'aident entre eux. Là, il n'y a pas de communautarisme. Mais dès que c'est des musulmans qui doivent s'aider entre eux, on va tout de suite appeler au communautarisme. Ben non. Si on n'arrive pas à être aidé par la force citoyenne, eh bien qu'on s'aide entre nous. Et si on arrive à avoir justement cette vision globale, je pense que là, on pourrait se rendre compte de notre force. J'ai des musulmans que je connais qui sont à la BAC, qui sont militaires, qui sont commissaires, qui sont dans les transports, qui sont magistrats, qui sont procureurs, qui sont juges, qui sont avocats. Tout ça, ce sont des musulmans. On ne dit pas qu'il faille faire des passe-droits, mais de la même manière que tu as réussi à te battre pour arriver à ce niveau-là, aide tes petits frères et aide tes petites sœurs pour qu'ils puissent également arriver. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais il faut pouvoir se fédérer autour de ça. On l'a vu récemment, donc le levier du boycott a joué un poids par rapport à la situation en Palestine. Beaucoup de musulmans ont boycotté certains produits qui ont dû remettre en cause un peu leur publicité envers l'État israélien. Donc on voit que les musulmans, ou globalement les gens qui ont une certaine conscience pro-palestinienne, ont eu un poids concret. Mais dans le cas actuel aujourd'hui, où on voit que ce soit la droite LR ou le Rassemblement national ou le parti de Reconquête qui a de plus en plus de poids médiatique, de poids politique, à court terme, comment les musulmans peuvent contrer cette avancée inexorable de l'extrême droite en France? Encore une fois, il n'y a pas une avancée inexorable des partis d'extrême en France, ou plutôt du parti d'extrême droite en France. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'il y a un tapage médiatique qui est énorme. Lorsqu'on donne une force de proposition, eh bien, les gens sont assez intelligents pour comprendre ce qu'il va être utile pour eux. Les personnes qui votent aujourd'hui en majorité en France, ce ne sont plus les jeunes, ce sont les seniors. D'accord? Les seniors, c'est eux qui votent. Et les seniors votent principalement, justement, encore une fois, parce qu'ils ont déjà leur retraite, parce qu'ils ont déjà leur vie, etc., pour les partis d'extrême droite. Et tu remarqueras en fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont arrêté de voter. Et ça, pas simplement que chez les musulmans. Même chez nos concitoyens non musulmans et surtout chez la jeunesse.
En fait, les gens n'ont plus confiance au vote. On l'a vu déjà à Maastricht, en 2005. Lorsqu'on on se rend compte qu'on dit non pour le traité européen, et 2 ans après, Sarkozy le valide quand même. Lorsqu'on dit non, on ne veut pas voter pour telle et telle chose, et on sait même qu'à l'Assemblée nationale, dans les macronistes eux-mêmes, ils vont voter contre, qu'est-ce qui se passe? On valide des lois à coup de 49-3. Quelque part, on n'a plus confiance justement en ce système démocratique. On n'a plus confiance en la Ve République, où les leviers, en fait, pour faire imposer les lois sont légion maintenant. En réalité, la vraie question, c'est est-ce qu'on a encore confiance en ce système-là? Parce qu'on ne peut pas dire oui, comment faire pour contrer, etc. Ce système-là, où on pense que le vote est une liberté, en fait, elle est où la liberté? Lorsqu'on sait qu'à coup de matraquage médiatique, on peut influer sur l'opinion des gens. Lorsque tu regardes le nombre de unes qu'il y a eu sur Zemmour ou sur Macron au moment où il a été élu, ou sur le Rassemblement national, ou le nombre de fois qu'on a invité le parti d'extrême droite sur les plateaux TV, bien entendu qu'à un moment donné, ça va conditionner la mentalité, ça va conditionner le vote des gens. On le sait très bien. Le cerveau humain, comme avec les notifications sur Meta ou sur les réseaux sociaux, c'est des mathématiques. Donc, à force de parler d'un sujet, eh bien, c'est ce sujet-là qui va primer. Donc là, encore une fois, de parler de vote, je ne sais pas si c'est réel ou on pense que le vote, c'est la solution à tout. Le vote est une solution d'un tout. C'est une solution parmi tant d'autres. Le vote local, sans aucun doute. Les municipales et législatives, oui, ça va influer sur notre vie locale. Si les musulmans s'abstiennent dans les élections locales et législatives, ils ne peuvent pas s'étonner que des lois islamophobes soient mises en place. Contrairement à ce que tu pourrais penser, les musulmans investissent beaucoup d'un point de vue local. Parce que c'est le maire, c'est le député qui va faciliter et les aides et les constructions des mosquées, des associations, etc., etc. Donc, d'un point de vue local, le vote est primordial, pour ne pas dire même obligatoire. Ensuite, pour le vote national, les savants divergent. Il faut aller prendre vers le moindre mal. Entre la peste et le choléra, il faut faire celui qui fera le moins de dégâts. Et là, c'est vraiment entre la peste et le choléra. Parce qu'il y a du bon dans un, et il y a du mauvais dans l'autre, et il y a du bon dans l'autre et du mauvais dans l'un. Et ça, c'est une réalité. Macron a mis en place des lois qui sont islamophobes, comme on le disait au début. Le RN, ce qu'il veut faire, c'est pire que Macron. Ah bon? Par exemple? Interdire le vol sur la voie publique? Aujourd'hui, il y a à peu près 70 écoles musulmanes privées. Interdire l'abattage rituel? Ce qu'ils ont dit, c'était que... Ils ont reculé en disant qu'il fallait que ça soit étourdi. Même la viande importée devrait être étourdie. Okay. Il y a des avis islamiques qui disent que ce n'est pas halal. C'est des promesses de campagne. Est-ce qu'ils peuvent interdire tout signe religieux sur la voie publique? Donc ils devraient interdire également la kippa. Le Rassemblement national a été fondé par des gens très bien. recommandables. Est-ce qu'ils vont interdire la kippa? Est-ce qu'ils vont interdire l'abattage rituel également pour nos concitoyens juifs cachers? Est-ce qu'ils vont interdire toutes ces choses-là? Si demain ils interdisent le voile, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils vont pouvoir interdire le voile? Combien de fois la France elle a été condamnée à la CDE? Combien de fois la France elle a été interdite à la Cour européenne des droits de l'homme? Combien de fois? D'accord? À un moment ou à un autre, en fait, on pense que... Mais s'ils ferment toutes les écoles musulmanes privées, s'ils ferment boucheries halal en France... j'arrive. Déjà, ils vont pas fermer les boucheries halal. Ils peuvent pas fermer les boucheries halal. Pourquoi? Parce que... Les écoles musulmanes privées. Les écoles musulmanes, on en a combien en France? 70. Une dizaine? 70, ouais. 70 sur combien de musulmans? La plupart des musulmans, en fait, ils sont dans les écoles publiques. Donc, en fait, on va parler simplement de 70. En fait, le problème, t'as vu, c'est ça. On regarde les 70 écoles musulmanes. Ils peuvent fermer des librairies. Ils peuvent fermer beaucoup de choses. On a essayé de fermer des librairies, on n'arrive pas à les fermer. Pourquoi? Parce que c'est des SARL. Soit le livre, il tombe sur le coup de la loi parce qu'il y a des propos antisémites, raciales, ou peu importe qui tombe sous le coup de la loi, soit on va pas fermer les choses comme ça. Donc à un moment ou à un autre, encore une fois, on est en train d'agiter le chiffon de l'extrême droite. Je dis pas qu'il faut voter contre. Bien sûr qu'il faut prendre la politique du moindre mal, sans aucun doute. Mais à force de s'arrêter à ça, d'agiter le chiffon de la peur, en disant ils vont nous faire, il y a une grande différence entre les promesses de campagne et la réalité concrète. Combien même, parfois, et moi-même j'étais sujet à cette chose-là, j'ai été perquisitionné, on s'est retrouvé à m'accuser de maintes et maintes choses. Lorsqu'on se retrouve sur le tribunal, les faits ne mentent pas, factuellement parlant, on ne ment pas, et on gagne les procès. Demain, on sait que beaucoup de policiers, des gens dans l'armée votent pour le RN. Plus de 50% selon les sondages. On a déjà vu des bavures sous Macron. S'il y a de plus en plus de bavures, c'est un problème pour les gens des quartiers ou les musulmans. Est-ce que le fait que ce soit une autre personne, par exemple si c'était LFI qui serait au pouvoir, là je pense que les bavures seraient moindres, parce qu'ils feraient en sorte de désigner des personnes comme par exemple les responsables de l'IGPN, comme par exemple les préfets, parce que c'est le président qui désigne le préfet ou les responsables de région qui désignent les préfets. Bah là effectivement ils vont mettre des préfets qui vont être très à cheval sur ce type de questions. Là je l'entends très très bien.
Le problème, il n'est pas là-dedans. Le problème, en fait, c'est la dette, le système financier qui fait en sorte qu'on a tout ce système qui est géré. Lorsque la France n'est même plus souveraine de sa propre monnaie, n'est même plus souveraine de ses propres politiques internes et internationales, c'est qu'il y a un problème qui est dans un échelon supérieur. Là, on est en train de parler des symptômes, mais on ne parle pas du mal qui gangrène réellement le système démocratique et le système dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est un sujet qui est passionnant, on pourrait peut-être en parler ailleurs, mais moi ce que je suis en train de dire encore une fois, le vote peut avoir son utilité sur certaines questions à échelle locale, d'accord, peut avoir son utilité en choisissant le moindre mal sur des questions comme tu as pu les évoquer tout à l'heure, sur des questions de type d'extrême droite, etc., etc. Mais lorsque tu verras que lorsque les bavures policières, qu'on vote à droite ou qu'on vote à gauche, les personnes, et tu l'as dit, plus de la moitié des fonctionnaires de police votent le RN ou l'extrême droite, c'est qu'en fait le mal est toujours chez les fonctionnaires. Donc que ce soit à droite ou à gauche, il y aura toujours ce risque de bavure policière sur nos enfants. Et en plus, on parle tout le temps là, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. C'est très compliqué. Pour avoir de la fumée, il faut un feu. On ne fait pas de fumée sans feu. Parfois, nos petits frères se retrouvent dans des situations, et je dis pas que c'est bien de mourir, c'est une catastrophique. Rien ni personne ne peut justifier la mort d'un jeune, que ce soit dans une course-poursuite, dans le fait de taper une voiture, un scooter, alors qu'on peut le laisser, le retrouver, il y a des caméras partout, on peut reconnaître qui était en train de conduire sur le scooter, etc. Mais à un moment ou à un autre, il faut également éduquer nos jeunes pour faire en sorte de ne pas se retrouver en porte-à-faux dans des situations qui vont risquer que certains extrêmes leur tirent une balle dans la tête. Il y a un travail également de fond. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas simplement, parce que lorsqu'on met des œillères et qu'on est en train de cibler simplement la question, on oublie en fait de faire attention à tous les à côté. Or, ces questions politiques, ces questions sociétales demandent en fait une vision de perspective, de prendre de la hauteur et de ne pas simplement de parler sur des faits. Parce que là, je peux aller au bar du coin, prendre un café et discuter de ces choses-là jusqu'à ce soir. Mais c'est pas ça dont nous avons besoin, c'est d'avoir une vision qui soit globale, une vision qui soit sociétale, et une vision qui élève et nos communautés et nos concitoyens. C'est ça la réalité. Or, lorsqu'on regarde ces questions-là, qu'est-ce qu'ils font les journalistes? Ouais, mais que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de ça? C'est des faits, c'est que du factuel. Or, nous, on veut plus être dans la réaction de faits factuels. On n'est pas dans un temps médiatico-politique. Nous sommes dans un temps long qui doit changer la société parce que la société a changé, parce que les mœurs ont changé. Et ça demande du temps. Mais on ne peut pas me demander de réagir sur des questions. Ouais, mais que penses-tu de ça? Mais que penses-tu de ça? Mais que penses-tu de ça? Alors que les choses sont beaucoup plus profondes. Et c'est pour ça que il y a des grands penseurs qui réfléchissent et qui prennent les choses, comment dirais-je, avec beaucoup de perspective. Mais dès qu'on met de la perspective sur des sujets, ça n'intéresse plus les gens. Ah non, non, c'est bon, là, ça m'intéresse plus, ça. C'est que les gens manquent cruellement de perspective. Donc pour vous, c'est un problème beaucoup plus profond et globalement, vous incitez les musulmans à s'impliquer dans leur vie au quotidien. Je suis désolé, mais là, je m'adresse aux musulmans et je donne une indication à mes concitoyens non musulmans. Allah nous dit dans le Coran, permettez-moi de le dire en arabe, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'une communauté, d'une cité, ou, oui, d'une communauté, d'une cité, tant que ces individualités qui composent cette cité ne changent pas eux-mêmes. C'est un travail du quotidien. Lorsque les gens commencent à changer individuellement parlant, eh bien là, il y a des choses qui vont changer. Je donne un exemple très concret. Le marché du halal en France est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens, même s'ils sont foncièrement croyants ou pas croyants, ils veulent consommer halal. C'est d'une manière, pourquoi? Parce que, ouais, maintenant j'ai envie de consommer halal. Eh bien, il y a même maintenant des restaurateurs non musulmans qui proposent du halal certification AVS et Shahada. Pourquoi? Pour justement attirer une clientèle. Et donc, l'effort, il est également économique et financier. Pourquoi aujourd'hui, on voit des agriculteurs qui disent attention, ne touchez pas à Eid al-Adha parce qu'il y a plus de je ne sais combien de têtes de bétail qui sont égorgées en France et donc une manne économique extraordinaire pour nos agriculteurs français qui élèvent du bétail par rapport à la communauté musulmane. Pourquoi on se retrouve à avoir du halal dans les rayons de supermarchés ou dans la période de Ramadan, etc. On va proposer des produits d'Orient parce que la communauté musulmane consomme. Donc à un moment ou à un autre, il n'y a pas que le volet politique qui va faire en sorte qu'on change les choses, mais il y a également le volet économique qui va montrer en fait que nous avons pleinement notre place ici en France. Et nous, on veut regarder que l'aspect politique, mais mettre simplement que l'aspect politique, c'est franchement se retrouver à avoir un gros problème de manque de perspective pour essayer de gérer un problème qui est global et qui n'est pas simplement propre à la politique ou au vote. Merci Mehdi d'Islam Mag. Merci pour ces questions pertinentes. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute.
N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à commenter ce débat et à partager bien sûr cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.